Chaque année, plus de 25 millions de tonnes de cuivre sont produites dans le monde. Mais seule une infime partie de ce métal passe par la sélection la plus rigoureuse pour créer les câbles du métro de Dubaï, là où le sable fond et où la technologie n'a pas droit à l'erreur. Ici, sous le désert, le cuivre parcourt un chemin qui va du feu incandescent aux brins ultra fins, qui soutiennent un empire de l'électricité. Comment le cuivre se transforme-t-il exactement en air d'une mégapole? Et que cache la phase finale de production, dont même les ingénieurs ne parlent pas? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez un secret que l'on ne révèle même pas dans les usines. Le cuivre n'est pas un simple métal, c'est un véritable super-héros parmi les conducteurs. Il conduit très bien l'électricité, il est flexible et durable. C'est pourquoi il a été choisi pour créer des câbles qui doivent résister non seulement à la charge quotidienne, mais aussi aux conditions sévères du climat désertique et du monde souterrain du métro. Ces dernières années, la consommation de cuivre pour les réseaux électriques du métro de Dubaï a augmenté en moyenne de 10% par an. L'année dernière, selon les données officielles des grands fabricants, environ 3500 tonnes de brins de cuivre ont été produites sous forme de câbles finis pour répondre aux besoins du système de transport de Dubaï. D'abord, les lingots de cuivre, préalablement coulés sous forme de grands blocs rectangulaires, sont stockés dans des zones spéciales près des fours de fusion. Là, leur qualité est vérifiée, ils sont marqués et préparés pour le chargement. SEO. Pour déplacer ces lourds lingots, on utilise de puissants chariots élévateurs, de grandes grues ou des systèmes de convoyage spéciaux. Par exemple, un chariot élévateur s'approche du lingot, le soulève sur ses fourches et le transporte avec précaution jusqu'à la zone de fusion. Les fours eux-mêmes, chauffés à de très hautes températures, ont des trappes ou des mécanismes de chargement qui s'ouvrent pour recevoir le matériau. Pendant le chargement, on utilise souvent des systèmes de grues avec des crochets ou des pinces magnétiques qui maintiennent les lingots et les descendent délicatement dans le four. Grâce à des systèmes automatisés, l'opérateur contrôle le processus à l'aide de moniteurs et de joysticks, coordonnant les mouvements des engins sans contact physique direct avec le métal. Cela garantit une sécurité maximale pour le personnel. Tous les travaux sont soumis à un régime technologique strict pour maintenir le bon ordre de chargement afin d'assurer une fusion uniforme du cuivre. Après le chargement, les trappes sont fermées hermétiquement et la fusion commence. Tout le processus est organisé de manière à minimiser les pertes de métal et à assurer le fonctionnement continu de l'usine. La température dans ces fours atteint plusieurs centaines de degrés Celsius, rappelant une véritable coulée volcanique qui émet une lumière vive et une chaleur incroyable. Le cuivre fond lentement, se transformant en un liquide dense et brillant qui s'écoule comme une rivière dans des canaux métalliques. Ce métal en fusion est le début d'une nouvelle forme de vie pour le cuivre, car il deviendra bientôt non plus une simple ébauche métallique, mais une véritable artère pour l'électricité. Le flux de cuivre liquide est dirigé vers des moules spéciaux, où il se solidifie et refroidit rapidement, formant de longues tiges ou barres, les futures âmes des câbles. Ces barres ont une épaisseur considérable, bien plus grande que celle d'un crayon ordinaire. Mais pour que le cuivre puisse conduire l'électricité dans de fins câbles, il faut le rendre ultra fin et extrêmement résistant. C'est précisément à cela que servent des machines spéciales, les tréfileuses. Leurs puissantes pinces de traction saisissent fermement la barre de métal et la tirent à travers de minuscules orifices qui se réduisent progressivement. Ce processus ressemble à la manière dont on étire une pâte ou une masse pour en faire un fil long et fin. Grâce aux tréfileuses, le cuivre devient ultra fin
d'une épaisseur de quelques millimètres, l'âme se transforme en fil fin de quelques dixièmes, voire centièmes de millimètre, presque transparent. Pourtant, malgré cela, il reste incroyablement solide et capable de supporter un courant électrique élevé et des centaines de kilomètres de pause. Le processus de tréfilage se déroule en plusieurs étapes. D'abord, la grosse barre passe à travers un orifice de diamètre moyen, puis à plusieurs reprises, à travers des orifices de formage de plus en plus petits. Cela permet non seulement de réduire le diamètre du fil, mais aussi de rendre sa surface extérieure parfaitement lisse, sans fissures ni irrégularités. Cette finesse de surface est très importante, car elle influence la qualité de la conductivité électrique du fil et sa durée de vie dans le câble. Parallèlement, le métal est chauffé et refroidi de manière spéciale. C'est ce qu'on appelle le recuit. Cela aide à préserver la flexibilité du cuivre, réduit les tensions internes et prévient la fragilité des fils fins. Grâce à cela, les câbles deviennent non seulement fiables, mais aussi suffisamment souples pour être facilement toronnés et posés dans le métro. Le cycle technologique du tréfilage comprend généralement de 8 à 12 passages d'étirage, ce qui assure un ajustement précis du diamètre des brins au micromètre près. Le taux de rendement du matériau utilisable atteint 95% et les déchets sont en grande partie réintégrés dans le cycle de production. D'abord, chaque brin est soigneusement recouvert d'une couche de matériaux isolants, généralement du plastique, des polymères ou des mélanges de caoutchouc spéciaux. Ces revêtements créent une barrière solide qui prévient les claquages électriques, protège les fils de l'humidité, de la poussière et des dommages mécaniques. L'isolation est appliquée de manière uniforme à l'aide de mécanismes semi-automatiques, où le fil passe à travers des buses contenant le matériau en fusion. Cette couche refroidit et durcit rapidement. Le matériau isolant qui recouvre les brins de cuivre est composé de mélanges polymères modernes, capables de supporter une plage de température allant de moins 40 à plus 90 degrés Celsius, et de conserver leur élasticité, même dans des conditions de forte humidité. Les matériaux isolants représentent environ 30% du poids total du câble. Parfois, le matériau d'isolation est complété par des additifs spéciaux pour renforcer sa résistance à la chaleur et aux rayons ultraviolets, car les câbles sont exploités dans des conditions difficiles. Après l'isolation, plusieurs de ces brins sont toronnés en faisceaux, et la couche extérieure d'isolation est rendue encore plus épaisse, en y ajoutant parfois un blindage en aluminium ou en acier. Cela protège le câble sous terre et dans les tunnels contre les dommages mécaniques. Ainsi, l'isolation ne sert pas seulement d'isolant électrique, mais prolonge également la durée de vie des câbles dans le climat rigoureux et les conditions du métro. Le blindage des câbles avec des fils d'acier ou d'aluminium représente encore 15% du poids du produit. Cela ajoute au câble non seulement une résistance mécanique, mais améliore également sa protection contre les interférences électromagnétiques, ce qui est particulièrement important dans les stations de métro, avec une grande quantité d'équipements techniques. Chaque année, plus de 10 millions de tonnes de laine minérale sont produites dans le monde, un matériau capable de dompter le froid, le feu et même la catastrophe climatique. Vous serez surpris d'apprendre que, pour la créer, on fait fondre des roches, du verre et même des déchets sidérurgiques. Dans cette vidéo, vous verrez comment, à partir de lave incandescente, naît une laine duveteuse, pourquoi elle est plus fine qu'un cheveu,
et comment elle empêche l'émission de 200 tonnes de CO2. Mais surtout, nous allons révéler un secret que les fabricants taisent soigneusement. Regardez jusqu'à la fin, vous apprendrez ce que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. À la base de cette transformation magique se trouve une matière première, offerte par la nature elle-même ou par l'industrie. Pour créer la plus connue, la laine de roche ou de basalte, on utilise exclusivement des roches volcaniques, basalte, gabbro, dolomie et calcaire, qui constituent jusqu'à 98% du poids du produit fini. Dans un autre cas, pour la production de laine de verre, les principaux composants sont le sable de quartz, la soude, le calcaire et, ce qui est crucial d'un point de vue écologique, jusqu'à 80% de verre recyclé, calcine. Il existe également la laine de laitier, fabriquée à partir des scories de hauts fourneaux, un résidu de la production métallurgique. Tout commence sur le parc à matières premières, par une préparation minutieuse. Les roches sont concassées et triées pour obtenir des fractions de la bonne taille et une composition minérale idéale. Les composants du futur verre ou de la future roche sont dosés avec une précision d'apothicaire, car c'est des bonnes proportions que dépendent les propriétés clés des futures fibres, leur solidité, leur durabilité et leur résistance à la température. Ensuite, le mélange préparé, que les professionnels appellent la composition, est envoyé vers son cœur ardent, le four de fusion. Il peut s'agir d'un cubilot vertical, où la matière première fond sous l'effet de la chaleur dégagée par la combustion du coke, ou d'un immense four à bain. Ici, à une température de 1400 à 1500 degrés, les composants solides se transforment en une masse en fusion homogène et visqueuse. Ce processus est surveillé en permanence, car le moindre écart de température peut altérer la viscosité de la masse, et donc influencer l'épaisseur et la longueur des futures fibres. Quand la roche a finalement cédé au feu et s'est transformée en une masse liquide, vient l'étape la plus cruciale et la plus spectaculaire, la fibrillation. La masse en fusion est déversée en un fin filet sur les rouleaux d'une centrifugeuse, tournant à une vitesse folle. Sous l'effet d'une force centrifuge colossale, la masse incandescente est étirée et déchirée en des millions de filaments microscopiques. Pour les rendre encore plus fins, on y dirige en plus un puissant jet de gaz chaud ou de vapeur. Tout ce processus ressemble beaucoup à la fabrication de la barbe à papa, sauf qu'à la place du sucre, il y a de la roche en fusion. Directement pendant la formation de ces fibres, on y pulvérise un liant spécial, généralement à base de résine sans danger. Il est nécessaire pour lier les milliards de filaments individuels en un tout cohérent. On y ajoute également des additifs hydrofuges qui confèrent au futur isolant ses propriétés déperlantes. Un nuage de ces fibres fraîchement créées, déjà traitées avec le liant, se dépose doucement sur un large convoyeur en mouvement. Un mécanisme pendulaire spécial les répartit uniformément sur toute la largeur, formant un premier tapis, encore lâche et doux. C'est ici que se met en place la future structure du matériau, chaotique ou stratifiée, dont dépendront ses caractéristiques mécaniques. Pour que ce tapis duveteux acquiert solidité, élasticité et sa forme définitive, il est envoyé dans une longue chambre de polymérisation. Ici, sous l'effet d'air chaud à une température d'environ 250 degrés, la résine liante durcit, liant solidement les fibres entre elles en une structure tridimensionnelle. L'humidité excessive s'évapore, et de la chambre sort une nappe de laine minérale déjà solide et stable. Après cette trempe à chaud, le matériau a besoin de refroidir. Des ventilateurs y font passer de l'air à température ambiante, le préparant pour l'étape finale. La bande infinie de laine minérale arrive sur la ligne de découpe.
Des scies circulaires et des fraises acérées la découpent en longueur et en largeur pour former des panneaux ou des rouleaux de dimensions précises. Les usines les plus modernes utilisent pour cela des complexes robotisés avec découpe au jet d'eau, ce qui assure une précision parfaite et une absence totale de poussière. La dernière étape avant que l'isolant ne parte sur les chantiers, c'est l'emballage. Comme 99% du volume de la laine minérale et de l'air, on la comprime pour faciliter le transport et le stockage. De puissantes machines pressent le produit, réduisant son volume de plusieurs fois, et l'emballent hermétiquement dans un film résistant. Mais pas d'inquiétude, grâce à l'extraordinaire élasticité des fibres. Après déballage, le matériau retrouve en quelques minutes son épaisseur initiale et toutes ses propriétés uniques, prêtes à servir pendant des décennies, en conservant la chaleur et le confort de nos maisons. Il est important de noter que les usines modernes ont transformé la production en un processus pratiquement sans déchets. Toutes les chutes et les restes de matériaux sont collectés et retournés au tout début du cycle, dans le four de fusion, économisant ainsi les ressources naturelles et l'énergie. L'ampleur de cette industrie et son impact réel sont impressionnants. Le marché de la laine minérale en Europe est un secteur gigantesque, où la production annuelle dépasse les 10 millions de tonnes. Selon les estimations des experts, sur 50 ans d'exploitation, chaque tonne de laine minérale produite permet d'éviter l'émission de plus de 200 tonnes de dioxyde de carbone, grâce aux économies d'énergie sur le chauffage et la climatisation. Cette contribution colossale à la lutte contre le changement climatique fait de ce matériau non seulement un produit de construction, mais aussi un élément stratégique pour l'avenir. Bien que la laine minérale semble douce dans sa masse, chaque fibre individuelle est une aiguille microscopique de verre ou de roche. Son diamètre n'est que de 3 à 7 micromètres, soit environ 10 fois plus fin qu'un cheveu humain. Au contact du matériau, surtout lors de sa découpe, une partie de ces fibres minuscules mais fragiles se brise. Les fragments pointus se déposent sur la peau et irritent mécaniquement ses couches supérieures, provoquant une sensation de picotement ou de démangeaison. Cette sensation n'est pas une réaction chimique ou allergique, mais une irritation purement mécanique, semblable au contact de milliers d'échardes microscopiques. C'est pourquoi, lorsqu'on travaille avec de la laine minérale, il est nécessaire d'utiliser des équipements de protection individuelle, gants, vêtements à manches longues, lunettes et masques respiratoires. Les fabricants modernes ont considérablement amélioré la qualité de la fibre, la rendant plus élastique et moins cassante. Des liants de meilleure qualité retiennent mieux les fibres à l'intérieur du panneau, ce qui réduit la quantité de poussière et de particules libres. La laine minérale d'aujourd'hui est donc plus sûre et plus confortable à travailler que ses équivalents d'il y a 20 ans. Chaque année, dans le monde, on ne fabrique que quelques centaines de machines de guerre capables de changer le cours d'un conflit. L'AH-64 Apache en fait partie. Ce n'est pas juste un hélicoptère, c'est un prédateur high-tech du ciel, capable de voir dans le noir, de frapper au-delà de l'horizon et d'encaisser des coups qui mettraient en pièces n'importe quelle autre machine. Son cœur est forgé d'aluminium, de titane et de composite. Et son cerveau, c'est de l'électronique de pointe. Mais il y a un détail dont on ne parle jamais dans les sources publiques. Reste jusqu'au bout et tu découvriras un secret qui changera à jamais ta vision de l'Apache. Concevoir un AH-64 Apache
C'est un processus incroyablement complexe et itératif, qui dure des années et mobilise des centaines d'ingénieurs et de spécialistes. À ce stade, on utilise les technologies informatiques les plus avancées, notamment les systèmes de conception assistés par ordinateur. Grâce à eux, on crée des modèles tridimensionnels ultra détaillés de chaque pièce de l'hélicoptère, du fuselage massif jusqu'aux plus petits boulons et conduites hydrauliques. Cette approche permet de réaliser des dizaines de tests virtuels. Les ingénieurs utilisent l'analyse par éléments finis pour simuler les contraintes sur chaque pièce, vérifier sa résistance aux vibrations, aux hautes températures et aux forces aérodynamiques. Cela permet de détecter et de corriger les défauts potentiels bien avant la construction du premier prototype physique, réduisant ainsi le temps de développement et le coût de production. En parallèle de la modélisation virtuelle, on procède à un choix de matériaux extrêmement rigoureux. Rien n'est laissé au hasard. Chaque matériau est sélectionné en fonction de sa contribution à la solidité, à la légèreté et à la durabilité de l'appareil. La structure principale de l'hélicoptère repose sur des alliages d'aluminium à haute résistance, comme la série 70-75, offrant un équilibre optimal entre solidité, poids et résistance, parfait pour les éléments structurels du fuselage. Pour les pièces critiques, soumises à des charges extrêmes, réducteurs, fixation du rotor, section blindée, on utilise le titane. Plus résistant que l'acier, plus léger aussi, et capable de supporter la corrosion, comme les hautes températures. C'est la clé pour rester fiable en conditions de combat. Impossible d'imaginer l'Apache moderne sans les matériaux composites à base de fibres de carbone et de fibres de verre. Ces composites servent pour les pales du rotor principal et du rotor de queue, certaines parties du fuselage et l'empennage arrière. Leur atout majeur, une résistance incroyable pour un poids minimal. Grâce à eux, on réduit la masse globale, tout en donnant aux pièces des formes complexes et profilées, améliorant l'aérodynamique et réduisant la signature radar. La construction modulaire, assembler le puzzle de guerre. Le fuselage de l'AH-64 Apache, malgré son allure monolithique, est en réalité constitué de nombreuses sections fabriquées séparément dans différents ateliers, puis assemblées. Cette approche modulaire est la clé pour garantir précision, qualité et efficacité. Tout commence par la fabrication de la section avant, le cockpit. Véritable centre nerveux, on y installe d'abord les tableaux de bord, ordinateurs de bord, câblage complexe et système de contrôle de vol, avant de la raccorder au reste. Travailler sur une section indépendante permet aux techniciens d'avoir un accès complet à tous les composants, facilitant ainsi installation, réglage et vérification. Vient ensuite la section centrale, véritable colonne vertébrale. Elle accueille les moteurs, la transmission principale et les réservoirs de carburant. On y fixe aussi les blindages protégeant l'équipage. Cette section subit les charges les plus importantes en vol, d'où l'utilisation des alliages les plus robustes et d'un contrôle qualité impitoyable. On fabrique aussi séparément la poutre arrière, qui supporte le rotor de queue. Elle doit être à la fois légère et extrêmement rigide, pour transmettre le couple du réducteur principal et résister aux fortes vibrations. Une fois toutes les sections prêtes, elles partent sur la ligne d'assemblage finale. C'est là que les maîtres artisans assemblent tout, avec des gabarits ultra précis, pour que tout s'emboîte au millimètre. On fixe les sections par des milliers de rivets et de boulons haute résistance. Cette construction modulaire simplifie l'assemblage et facilite grandement l'entretien.
Une section endommagée peut être remplacée sans démonter tout l'hélicoptère. Une fois le fuselage assemblé, on y fixe les ailes latérales, le train d'atterrissage et d'autres équipements. Ce n'est qu'après cela que l'Apache passe à l'étape suivante: installation des moteurs, rotors, systèmes électroniques et armement. Cette méthode séquentielle et réfléchie garantit la fiabilité et l'efficacité de l'AH-64 Apache tout au long de sa carrière. Le développement de l'Apache a commencé dans les années 1970. Premier vol en 1975, mais entré en service seulement en 1986. En plus de 30 ans, on a produit plus de 2464 Apaches. Il reste l'hélicoptère d'attaque principal de nombreux pays. Son nom, Apache, a été choisi en hommage à une tribu amérindienne, selon la tradition de l'armée américaine, qui donne à ses hélicoptères des noms de peuples autochtones. L'une des forces majeures de l'Apache, c'est son système de visée avancée. Il inclut le système de détection et de désignation de cibles, avec capteur de vision nocturne pour pilote, en anglais Target Acquisition and Designation Site / Pilot Night Vision Sensor. Ce sont, en quelque sorte, les yeux de l'hélicoptère. Ils permettent à l'équipage de repérer, identifier et engager des cibles de jour comme de nuit, et même par mauvais temps. Les images des capteurs s'affichent directement sur les viseurs de casque des pilotes, qui peuvent ne pointer les armes, simplement en tournant la tête. Les versions les plus récentes, comme l'AH-64 Delta ou Echo, sont équipées du radar Longbow, monté au-dessus du rotor principal. Ce radar peut détecter jusqu'à 1000 cibles mobiles et les classer en quelques secondes, même si l'hélicoptère est caché derrière une colline. Résultat, l'équipage peut engager l'ennemi sans s'exposer, un avantage tactique énorme. Chaque heure, des centaines d'avions décollent dans le monde. Mais un seul d'entre eux reste invisible, même pour les radars les plus puissants. C'est le B-2 Spirit, un appareil qui semble tout droit sorti de la science-fiction, mais qui existe bel et bien. Imagine, un poids équivalent à celui d'un char d'assaut, une envergure comparable à un terrain de football, et un fuselage fait de matériaux qui n'émettent aucun signal. Comment construire une machine qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et qu'on ne peut presque jamais abattre? Et surtout, quel secret cache sa peau? Regarde jusqu'à la fin, et tu apprendras ce que même les rapports militaires ne disent pas. Tout commence par le choix des matériaux. Et là, c'est de la science spatiale. Pour son fuselage, on n'utilise pas de métal classique comme sur les vieux avions, mais des composites, du titane et des alliages d'aluminium. Les composites sont des sortes de sandwichs multicouches à base de fibres et de résine, plus légers que l'acier, mais beaucoup plus résistants. Grâce à ces matériaux, l'avion supporte des contraintes énormes, tout en restant presque invisible au radar. Les ondes radio se perdent littéralement dans les couches du composite sans jamais revenir. Imagine, le B-2 fait presque 21 mètres de long et plus de 52 mètres d'envergure, comme un terrain de football, mais noir et silencieux. Sa hauteur atteint environ 5 mètres et la surface de ses ailes couvre près de 460 mètres carrés. Le poids à vide du B-2 dépasse 71 tonnes et sa masse maximale au décollage atteint 171 000 kg. Et malgré ses dimensions, il semble élégant, car sa forme est purement aérodynamique. Pas de saillies inutiles, tout est fluide, comme dans la nature. Chaque pièce est fabriquée avec une précision d'orfèvre. Le titane et l'aluminium sont utilisés dans les zones critiques, comme les fixations des moteurs ou du train d'atterrissage, tandis que les composites recouvrent presque toute la surface. Ils sont à la fois légers et responsables de l'effet furtif. D'ailleurs,
Le revêtement spécial du fuselage ne se contente pas d'absorber les ondes radio. Il protège aussi l'avion contre les températures extrêmes à plus de 15 000 mètres d'altitude. La fabrication commence par la découpe laser de grandes plaques de composite, puis leur mise en forme sous presse pour leur donner la courbure souhaitée. Ensuite vient un traitement en plusieurs étapes. Ponçage, contrôle qualité, application de couches spéciales. Chaque millimètre est scanné au laser pour détecter la moindre fissure ou imperfection. C'est de la haute technologie. Robots et humains collaborent pour créer une véritable œuvre d'ingénierie. Grâce à ces matériaux et à ces procédés, le B-2 peut parcourir des milliers de kilomètres tout en restant invisible, aussi bien pour les radars que pour les caméras thermiques. Rien n'est laissé au hasard. Chaque courbe du fuselage, chaque ligne des ailes est le fruit de milliers d'heures de calculs et de tests. Les ingénieurs dessinent littéralement l'avion dans l'air pour qu'il se fonde dans le ciel. Aucune arête vive, aucun angle saillant, seulement des lignes douces qui dispersent les ondes radar dans toutes les directions. C'est justement cette forme qui donne au B-2 son allure futuriste. Il ne semble pas lutter contre l'air, mais en faire partie. Chaque élément, même le plus petit, est modélisé par des superordinateurs pour maximiser sa discrétion. Imagine, même les rivets et les joints sont dissimulés pour ne pas créer de reflets au radar. Et il y a une arme secrète, la peinture. Ce n'est pas juste une couche noire mat, mais un revêtement multicouche qui absorbe les ondes radar sans les réfléchir. Voilà pourquoi même les radars les plus puissants perçoivent le B-2 comme un point minuscule. Ou pas du tout. L'assemblage du B-2 Spirit a lieu dans des hangars gigantesques, sous très haute sécurité. Seuls quelques privilégiés peuvent y accéder. Dans ces ateliers règne la discrétion et l'innovation. Les humains et les robots travaillent comme une seule équipe. Les robots manipulent les énormes sections, pendant que les ingénieurs montent les petits composants à la main. Le fuselage est assemblé morceau par morceau, comme un puzzle géant en 3 dimensions. Chaque raccord est contrôlé au laser. Tout cela ressemble à une scène de film de science-fiction. Grue colossale, scanner laser, ingénieurs en combinaison, robots ultra précis. Jour après jour, l'avion prend forme, redéfinissant les règles du jeu aérien. Et puis vient le cœur du B-2 Spirit, ses moteurs. Il en a 4, montés d'une manière unique pour améliorer sa furtivité. Les moteurs ne sont pas fixés à l'extérieur, comme sur les avions classiques, mais intégrés dans le fuselage. Cela rend le profil plus lisse et réduit les signatures thermiques. Le secret réside dans les gaz d'échappement. Habituellement visibles aux capteurs infrarouges, ici, ils passent par de longs conduits internes. Ces gaz sont refroidis, mélangés à de l'air froid, puis expulsés. Résultat, même les caméras thermiques les plus modernes ne détectent qu'une faible ombre dans le ciel. Ce système d'échappement est l'un des piliers de la furtivité du B-2. La cabine est insonorisée, isolée thermiquement et parfaitement étanche à la lumière. Le confort y est total, même lors de missions longues. Les ingénieurs utilisent des composites ultra résistants pour former la coque de la cabine, protégeant l'équipage des bruits, des chocs thermiques et même des radiations. Par-dessus cette structure, on ajoute plusieurs couches d'isolant pour garantir un silence et un confort constant, même lorsque les moteurs hurlent à l'extérieur.
Au centre de la cabine, on installe 2 sièges côte à côte, comme dans une voiture de sport. Les fauteuils sont rembourrés mais robustes, réglables à souhait pour garantir le confort pendant de longues heures. Devant chaque pilote, un immense écran numérique. Tout est à portée de main. Écran tactile, joystick, boutons avec texture distincte pour être identifiables sans les voir. Autour, les panneaux de commande s'enchaînent sans rupture, comme des vagues fluides. Chaque touche a un clic bien défini. Chaque affichage est clair, lumineux et lisible. Un espace de repos est prévu. Lit pliant, coin repas, même une petite toilette. C'est un cocon où se détendre, pendant que l'autre pilote prend le relais. Tout est pensé pour que l'équipage reste concentré et endurant, même lors des missions de plus de 24 heures. Une fois la cabine terminée, elle est recouverte d'un revêtement spécial, protégeant contre les températures extrêmes, du froid glacial à la chaleur brûlante. Chaque joint est scellé, aucune fuite d'air, aucun bruit parasite. Juste un silence de mission, dans l'un des avions les plus mystérieux jamais construits. Chaque jour, des milliards de personnes dans le monde prennent un stylo à billes, sans penser à la merveille technologique qui rend leur écriture possible. À l'intérieur du corps ordinaire d'un stylo se cache une minuscule sphère métallique de seulement 0,7 à 1,2 mm de diamètre, si petite qu'elle pourrait facilement se perdre parmi les miettes sur une table. Mais cette petite bille est le résultat d'une des technologies les plus précises au monde. Un processus si complexe que seules quelques usines sur la planète peuvent se les produire avec la qualité requise. Imaginez un peu. Pour que cette bille écrive parfaitement, sa sphéricité doit être précise à un demi-micron près. C'est 200 fois plus fin qu'un cheveu humain. La moindre petite irrégularité transformerait une écriture fluide en de douloureuses rayures sur le papier. Alors, comment crée-t-on cette perfection miniature? Tout commence par le choix du matériau. Les meilleures billes sont fabriquées en carbure de tungstène, un matériau 10 fois plus dur que l'acier. Ce métal est si dense qu'un centimètre cube pèse près de 16 grammes, plus que le plomb. C'est cette dureté extraordinaire qui permet à la bille de résister à des millions de rotations sans s'user. La production débute avec une poudre de carbure de tungstène dont les particules mesurent environ 1 micron. Pour obtenir la matière première, la wolframite ou la schellite, on la broie, on la lave et on l'enrichit. Ensuite, ce concentré est dissous dans une solution alcaline ou saline. On y ajoute des substances pour la précipitation. On filtre, on rince, on sèche. Et après toutes ces manipulations, on obtient une poudre de tungstène métallique grise. Cette poudre est mélangée à du cobalt, qui sert de liant. La proportion est d'une importance capitale. 94% de carbure de tungstène et 6% de cobalt. Un écart d'un seul dixième de pourcent peut ruiner tout un lot. L'étape suivante est le pressage. Sous une pression de 150 mégapascales, soit 1500 fois la pression atmosphérique, le mélange est compacté en petits cylindres d'environ 2 mm de diamètre. Ces ébauches ressemblent à de minuscules comprimés, mais elles sont encore extrêmement fragiles et peuvent se désagréger au moindre contact. La véritable transformation a lieu dans le four de frittage. À une température de 1420 degrés Celsius, plus chaud que la lave d'un volcan, les particules de poudre fusionnent pour former un matériau solide et incroyablement dur. Le processus dure 6 heures sous une atmosphère d'hydrogène pour empêcher l'oxydation. Les pièces sortent du four d'un gris foncé, réduites de 20% en taille, mais avec une densité de 14,9 grammes par centimètre cube. Maintenant commence la partie la plus complexe, la création d'une sphère parfaite. D'abord, les cylindres sont découpés en cubes précis d'1 mm de côté. Ensuite, ces cubes sont placés dans des machines spéciales où 2 disques en matériaux ultra durs,
tournent l'un contre l'autre à une vitesse de 200 tours par minute. Entre eux, des centaines de petits cubes qui s'usent progressivement et prennent une forme arrondie. La première approche de la sphère prend 4 heures. La bille est déjà presque ronde, mais ce n'est que le début. Elle passe ensuite au polissage de précision sur des disques diamantés. Ici, chaque bille est traitée individuellement, tour après tour, jusqu'à ce que son diamètre atteigne la taille exacte spécifiée, avec un écart ne dépassant pas 2,5 microns. Le contrôle qualité est d'une perfection impressionnante. Chaque bille est vérifiée par des instruments laser qui mesurent des milliers de points sur sa surface. La sphéricité, la finesse, le diamètre, tout doit répondre à des normes strictes. La moindre petite bosse ou creux entraîne le rejet. Les statistiques de production sont stupéfiantes. Une usine moderne peut produire jusqu'à 50 millions de billes par mois. La vitesse de traitement aux étapes finales atteint 2000 billes par minute. Et le taux de rebut est inférieur à 0,01%, ce qui signifie que sur 1 million de billes, moins de 100 sont rejetées. Il est intéressant de noter que les plus grands producteurs de billes se trouvent en Suisse et au Japon, des pays réputés pour leur ingénierie de précision. L'entreprise suisse Caran d'Ache produit des billes si précises qu'elles sont utilisées non seulement pour les stylos, mais aussi dans l'industrie aérospatiale et les instruments médicaux. Après leur fabrication, les billes arrivent dans les ateliers d'assemblage, où elles sont montées dans les pointes d'écriture. Ici, elles sont placées dans une douille métallique d'un diamètre à peine supérieur à 1 mm. Un jeu de seulement 5 centièmes de millimètre assure une rotation libre tout en empêchant l'encre de fuir. L'ajustement est si précis que la bille peut tourner au moindre contact, mais ne tombera jamais. La bille moyenne d'un stylo à bille peut tracer une ligne de 2 à 3 km de long. Vous imaginez? Cela représente environ 50 000 mots ou 200 pages de texte. Au cours de son cycle de vie, elle effectuera plus de 15 millions de rotations, en ne s'usant que de quelques nanomètres. La technologie de production des billes est si complexe et coûteuse que de nombreux fabricants de stylos achètent simplement des billes prêtes à l'emploi auprès d'entreprises spécialisées. Le cycle complet, de la poudre à la bille finie, coûte environ 3 millièmes d'euros par pièce, mais les investissements en équipement se chiffrent en dizaines de millions d'euros. C'est pourquoi il n'existe qu'une vingtaine d'usines dans le monde capables de produire des billes de la plus haute qualité. La prochaine fois que vous prendrez un stylo à billes, pensez à cette minuscule perfection d'ingénierie à l'intérieur. Car derrière chaque ligne que vous écrivez, il y a des mois de développement, des heures d'usinage de précision et les technologies les plus avancées de l'humanité. Le Japon est un leader dans la production de billes en carbure de tungstène, qui ne s'usent pas pendant des années. Les billes japonaises sont même utilisées dans les stylos européens de luxe. L'entreprise suisse Precibal est spécialisée dans les pièces microsphériques, notamment les billes pour les stylos haut de gamme. Elle est réputée pour son contrôle qualité. Chaque bille est vérifiée pour sa forme et sa précision. La Chine produit la plus grande quantité de billes métalliques moins chères, en acier ou chromé, pour le marché de masse. Souvent, les billes chinoises sont achetées par d'autres pays pour assembler des stylos bon marché sous leur propre marque. Jetons un coup d'œil à leurs ateliers de production. D'énormes fils métalliques, en acier inoxydable ou à faible teneur en carbone, sont introduits dans des machines automatiques. Là, des lames spéciales coupent rythmiquement des morceaux identiques, semblables à de minuscules cylindres. Ce crissement métallique monotone, c'est comme le pouls de la production. Encore informe, ces ébauches portent déjà en elles la future sphère. Les cylindres passent sous des presses à estamper qui, en quelques frappes, leur donnent la forme de billes brutes. Ce n'est pas encore une sphère parfaite, plutôt une boule froissée. Sa surface est rugueuse, striée, et elle roule plus qu'elle n'écrit. Ensuite, d'énormes plateaux rotatifs, entre lesquels les billes tournent pendant des heures. Avec un grincement, elles sont rectifiées,
usant l'excès de métal. C'est un processus brutal, où l'acier perd tout son superflu pour devenir quelque chose de plus grand. À ce stade, les billes se ressemblent déjà. Elles brillent, roulent sans à-coups, mais ne sont pas encore parfaites. Et en fait, à partir de là, le processus ne diffère en rien de la production des billes en tungstène. Chaque minute dans le monde, plus de 20 transformateurs sont mis en service, des plus minuscules aux géants pesant des centaines de tonnes. Mais peu de gens savent comment naît cette machine énergétique en acier. À l'intérieur d'usines secrètes, où l'air est plus pur que dans un bloc opératoire, la précision ne se mesure pas en millimètres, mais en microns. Ici, on découpe de l'acier plus fin qu'une carte de crédit, on enroule des centaines de mètres de cuivre, et on assemble le tout pour former le cœur vibrant du réseau électrique. Mais il y a un détail sans lequel le transformateur est condamné. Et, curieusement, même les ingénieurs n'en parlent pas. Restez jusqu'à la fin, et vous découvrirez ce qui se cache vraiment à l'intérieur. Les transformateurs sont fabriqués dans des usines spécialisées en électrotechnique. Ce sont d'immenses complexes industriels, où la pureté de l'air est aussi cruciale que la précision au micromètre près. Ces usines sont réparties dans le monde entier. Mais certains pays sont leaders. L'Allemagne, les États-Unis, la Chine, la Turquie, la Corée du Sud. Ce sont généralement des entreprises à intégration verticale. On y conçoit, on découpe l'acier, on bobine les enroulements, on remplit d'huile et on teste les produits. Tout sur un seul et même site. Dans les grandes usines de transformateurs, tout commence au bureau d'études. C'est ici, derrière les écrans d'ordinateur, que les ingénieurs créent le cœur du futur géant. Chaque transformateur est conçu sur mesure, en tenant compte de la tension, de la puissance, des conditions d'exploitation, du climat et même du niveau de pollution de l'air dans la région. C'est un équipement qui doit s'intégrer parfaitement dans un réseau électrique spécifique. Une fois les plans prêts, la production est lancée. Dans la même usine, dans les ateliers adjacents, on commence à préparer les composants. On découpe l'acier au silicium pour le circuit magnétique, on bobine les enroulements en cuivre ou en aluminium pour les systèmes haute et basse tension, on prépare les cuves, les traversées, les systèmes de refroidissement. Avoir tout cela sur un seul site est un avantage énorme, car moins il y a de chaînes d'approvisionnement, moins il y a de risques de retard ou d'erreur. Et aussi, l'équipe est soudée. L'ingénieur qui a conçu le transformateur peut à tout moment se rendre dans l'atelier pour vérifier comment sa machine est assemblée. Le circuit magnétique du transformateur commence avec de l'acier électrique à grains orientés, laminé à froid, un matériau spécial à haute perméabilité magnétique. Il arrive à l'usine sous forme de bobines géantes, semblables à des escargots métalliques pesant plusieurs tonnes. On les déroule avec précaution et on les introduit dans des lignes de refendage longitudinales. La bande d'acier fait 1 mètre de large et seulement 0,35 mm d'épaisseur. C'est plus fin qu'une carte de crédit. Elle passe à travers des rangées de lames rotatives. Les machines la découpent en fines bandes, les futurs pétales du noyau magnétique. C'est crucial. Chaque coupe doit être parfaitement nette, sans bavure ni micro-fissure. Sinon, le circuit magnétique fonctionnera avec des pertes. Une autre nuance, l'orientation des grains. Dans l'acier électrique, les grains sont orientés, ce qui signifie qu'il conduit mieux le champ magnétique le long d'un certain axe. La direction de la coupe doit donc être rigoureusement contrôlée, sinon le transformateur vrombira ou surchauffera. Après la découpe longitudinale, les bandes sont triées et assemblées en paquets. Vient ensuite l'étape de la découpe transversale et du formage des fenêtres et des angles pour l'assemblage du noyau. Une fois que toutes les bandes d'acier sont découpées, l'assemblage du circuit magnétique commence. C'est l'élément clé qui conduit le champ magnétique variable entre les enroulements du transformateur. Il est assemblé pour former un noyau rectangulaire fermé, avec 2 colonnes verticales et des traverses supérieures et inférieures, appelées culasses. Le processus d'assemblage ressemble à un puzzle géant. Les tôles d'acier sont empilées par couches, en alternant les segments longs et courts pour que les joints ne coïncident pas. Cela réduit les pertes d'énergie, minimise le bruit
et confère à la structure sa solidité. Chaque tôle a sa place précise. Des systèmes automatisés veillent à ce que l'ordre ne soit pas perturbé. Il existe deux méthodes d'assemblage. L'assemblage à fenêtre, où l'on monte d'abord le circuit magnétique comme un cadre avant d'y insérer les enroulements, et l'assemblage à colonne, où les enroulements sont enfilés sur les colonnes verticales avant de monter les culasses. Chaque approche a ses avantages, selon le type de transformateur. Pour rendre la structure aussi dense que possible, les couches sont compactées à l'aide de presses vibrantes. C'est un peu comme du damage, mais en beaucoup plus délicat, car on travaille avec un matériau sensible à la déformation. Ensuite, le tout est serré à l'aide de cadres de pressage, ou de bandages spéciaux qui supportent un poids de plusieurs tonnes. À ce stade, le circuit magnétique ressemble à un rectangle d'acier massif, mais impeccablement assemblé. À l'intérieur, des ouvertures sont prêtes à accueillir les enroulements. Et bien qu'il ne soit pas encore branché, il vit déjà du potentiel de l'énergie future. Les enroulements, ce sont les artères du transformateur par où circule l'électricité. Pour les fabriquer, on utilise du cuivre ou de l'aluminium, des métaux à haute conductivité électrique. Il s'agit souvent d'un fil épais ou même d'un ruban de cuivre pouvant atteindre plusieurs centimètres de large. Tout dépend de la puissance du futur transformateur. Le processus commence par le dévidage du fil depuis des bobines spéciales. Il est acheminé vers des machines à bobiner, des machines de haute précision capables de former des centaines de spires avec une exactitude micrométrique. Le bobinage peut être cylindrique, c'est-à-dire en plusieurs couches circulaires, ou en galettes, sous forme de crêpes aplaties. Les ingénieurs calculent à l'avance la forme et le nombre de spires, pour que le transformateur ait les caractéristiques électriques requises. Tension, courant, inductance. Entre chaque couche, on intercale obligatoirement une isolation, en papier, en vernis ou en carton pressé. Le tout est imprégné d'un composé spécial qui, après séchage, se transforme en un revêtement protecteur solide. Une telle structure supporte non seulement des températures élevées, mais aussi des tensions de plusieurs dizaines de milliers de volts. À ce stade, le travail manuel est souvent nécessaire. Par exemple, pour poser les cales, aligner les spires ou souder le début et la fin de l'enroulement. Les opérateurs travaillent avec des gants spéciaux, car la graisse des doigts pourrait abîmer l'isolation. Les enroulements finis ressemblent à de puissants tonneaux de cuivre ou à des sandwichs de fils et d'isolants. On vérifie leur solidité, leur résistance et leur précision, avant de les monter dans le cœur d'acier du transformateur, le circuit magnétique. Après le bobinage des enroulements, on passe à l'assemblage de la partie active du transformateur. C'est comme monter un puzzle électrique géant, où chaque élément doit s'emboîter parfaitement à sa place. Au centre se trouve le circuit magnétique. C'est un sandwich multicouche de fines tôles d'acier qui ont déjà subi la découpe, le polissage et un traitement anti-corrosion. Elles sont assemblées pour former un noyau rectangulaire ou arrondi qui conduit le champ magnétique entre l'enroulement primaire et le secondaire. Les enroulements sont enfilés sur les colonnes verticales du circuit magnétique. Ils peuvent être soulevés par une grue, car chacun pèse des dizaines, voire des centaines de kilogrammes. Entre les enroulements et le circuit magnétique, on laisse des espaces qui seront ensuite comblés par des cales isolantes ou de la résine. Cela protège le transformateur des courts-circuits et des surchauffes. De plus, on ménage dans toute la structure des canaux pour la circulation de l'huile ou de l'air, car le système de refroidissement doit fonctionner impeccablement. Viennent ensuite la soudure des contacts, le montage des isolateurs et des barres conductrices. Et voilà, le transformateur est presque prêt. Il n'est pas encore emballé dans sa cuve d'huile, mais il est déjà là, en cuivre, en acier, composé de millions de spires et de kilogrammes d'énergie potentielle. Chaque seconde, dans le monde, plus de 300 mètres de fils émaillés voient le jour. C'est assez pour entourer un gratte-ciel, et il en resterait encore pour un transformateur.
Mais tout ne commence pas dans un entrepôt ou un laboratoire, mais avec une tige lourde et brute. Un crayon de cuivre de 45 kg. On l'étire, on la presse, on la cuit et on la recouvre de couches microscopiques d'émail à une température de 500 degrés. Ce n'est pas juste de la production, c'est une bataille pour l'endurance, la flexibilité et la conductivité. Aujourd'hui, tu vas voir comment se forme le système nerveux du monde moderne. Le fil qui transporte le courant, fait tourner les machines et construit l'avenir. Tout ne commence pas par de l'éclat, mais par du brut, une tige de cuivre grossière, épaisse comme un crayon, lourde comme un haltère, 8 mm de diamètre, plus de 45 kg. Mais elle est destinée à devenir un conducteur fin et flexible, presque un cheveu, capable de supporter la tension et le temps. Pour y arriver, on étire la tige à travers une série de trous en acier, appelés filières. C'est une machine à tréfiler, une machine qui ressemble à une bête musclée, qui tire le cuivre avec une telle force que le métal commence à changer de nature. À chaque filière, le fil devient plus fin et plus long, comme un souvenir qui s'étire dans le temps. La température monte. Le frottement est dingue. Sans refroidissement, le cuivre se mettrait simplement à bouillir. Alors, le fil est constamment arrosé d'eau ou de lubrifiant. Le bruit dans l'atelier est tel qu'on a l'impression d'être tombé dans la gorge d'un géant. Mais c'est précisément ici que se forme le cœur de n'importe quel moteur, transformateur ou bobine. C'est ici que tout se joue. Le fil sera-t-il dur et cassant ou flexible et résistant? Car le vrai fil, ce n'est pas celui qui brille, c'est celui qui a tenu bon. Après que le fil de cuivre a survécu à la presse de tréfilage, il reste un peu traumatisé. Il y a en lui une fatigue microscopique, une tension interne, une fragilité. Il est tendu à l'extrême, comme les nerfs pendant une deadline. Si on laissait les choses en l'état, il se casserait au moment le plus crucial. Alors, on l'envoie dans un four de recuit, un long tunnel chaud à travers lequel le fil passe, comme au purgatoire. À l'intérieur, près de 400 degrés Celsius. Une chaleur de folie. Le four fonctionne à l'hydrogène ou avec un gaz inerte pour que le cuivre ne s'oxyde pas. Car il suffirait que l'air le touche dans cet état et une couche terne et impardonnable apparaîtrait sur sa surface brillante. Le fil est chauffé jusqu'à devenir mou, jusqu'à cette limite où la structure du métal change et toutes les cassures, fragiles au niveau moléculaire, disparaissent. Le cuivre devient malléable, comme une pâte bien pétrie. Il est de nouveau prêt à se plier, à s'enrouler, à transmettre de l'énergie. L'opérateur près du four surveille la température, comme un grand-père surveille sa soupe, avec attention, sans se presser. Il le sait, ici, on ne peut pas trop cuire. Et on ne peut pas sous-cuire non plus. Tu te souviens de ce moment dans les films, quand le héros enfile son armure avant le combat final? C'est exactement ça. Le cuivre a passé l'épreuve de la pression et du feu. Et maintenant, il est temps de le rendre isolé, mais pas enfermé, protégé, mais conducteur. L'émail entre en scène. Ce n'est pas l'émail des casseroles. C'est un vernis spécial, transparent, fin comme un souffle, mais solide comme le roc. Sa formule, c'est le secret de l'usine. Des polymères thermorésistants qui peuvent supporter la chaleur, le froid, le courant et le temps. Le processus commence par un bain ou une buse, où le fil de cuivre passe à travers l'émail liquide. Vite, instantanément, sans s'arrêter. Ensuite, le four. Un autre. Cette fois, pas pour nettoyer, mais pour cuire le revêtement. Température, près de 500 degrés.
L'émail se polymérise, c'est-à-dire qu'il se transforme littéralement de liquide en un revêtement protecteur solide. Microscopique, mais fiable. Mais une seule couche, ça ne suffit pas. On répète le processus. Encore un bain, encore un four. Et encore, jusqu'à 15 fois, jusqu'à ce que la couche soit parfaite, sans coulure, sans bulle. Et pendant tout ce temps, le fil se déplace à une vitesse de 50 km/h. C'est comme enrouler du fil sur une bobine, à bord d'une Formule 1. Les opérateurs sont devant leur pupitre de commande. Ils regardent des écrans avec une précision microscopique. Un seul reflet suspect, et le lot est défectueux. Un seul défaut microscopique, et le cuivre ne pourra pas supporter le courant dans le moteur d'un avion ou le chargeur d'une voiture électrique. C'est un travail d'orfèvre, mais pour des géants. Car le fil émaillé, ce n'est pas juste un conducteur, c'est le système nerveux du monde. Et chacune de ces couches, c'est comme une promesse que le courant arrivera là où il faut. On a donc un fil fin, parfaitement rond, avec une couche d'émail parfaite. Mais pour l'instant, l'émail, c'est juste du vernis. Il ne sait pas encore ce que c'est que l'endurance. Il est mou, vulnérable. Et le monde de l'électricité ne pardonne pas aux faibles. Le fil entre dans les fours de traitement thermique. Ce sont des sortes de grilles pain géants, mais au lieu du pain, il y a du cuivre, et au lieu du fromage, des polymères. La température est d'environ 500 degrés. À l'intérieur, une atmosphère contrôlée à la molécule près, souvent de l'azote ou de l'hydrogène, pour empêcher l'émail de s'oxyder ou de changer de structure. Dans le four, l'émail se polymérise complètement. Il devient dur comme du verre, mais flexible. Il devient un bouclier qui ne se fissurera pas à l'enroulement. Il devient une gaine qui supporte la tension, comme un guerrier encaisse un coup. Le four, il est long. Le fil se déplace à travers lui en douceur, avec une précision mathématique. Sur chaque centimètre, son propre microclimat. Le système de contrôle vérifie la température, l'humidité, la vitesse de déplacement. Si on se trompe, ne serait-ce que sur un point, au lieu d'un superfil, on obtient une belle pellicule inutile. Il n'y a pas de fumée, mais il y a de la chaleur. Il n'y a pas de feu, mais il y a un four. Il n'y a pas de bruit, mais il y a de la tension, car c'est le moment même où tout se décide. Quand le fil sort du four, ce n'est plus juste du cuivre dans du vernis. Il est prêt. Prêt pour les bobines des moteurs, des transformateurs, des générateurs. Prêt à être le cœur de n'importe quelle machine qui respire l'électricité. Dès que le fil sort du four chaud, il brille littéralement. Pas au sens figuré, mais physiquement. Mais attendre simplement qu'il refroidisse, ce n'est pas notre méthode. Ici, tout est synchronisé, comme l'atterrissage d'une navette spatiale. On le fait passer immédiatement par des sections de refroidissement. Le plus souvent, un refroidissement à l'air ou à l'eau. Dans le premier cas, de puissants ventilateurs qui soufflent comme un ouragan. Dans le second, de fines douches d'eau qui enveloppent le fil, comme une brume matinale. Parfois, on utilise aussi un refroidissement à l'huile, si on a besoin d'une douceur particulière. Mais il y a une nuance. L'émail, après la polymérisation, est encore chaud et un peu fragile. On ne peut pas le choquer avec un changement de température brutal. C'est pourquoi la température et l'intensité du refroidissement sont super précises. C'est presque un processus méditatif. Réduire la chaleur, mais sans tuer l'esprit. Juste après le refroidissement, la lubrification. C'est comme la touche de brillance finale après le séchage des cheveux. Le fil passe à travers un bain d'huile microscopique ou un système de pulvérisation. Le lubrifiant réduit le frottement lors de l'enroulement.
protège contre les rayures et ajoute ce brillant qu'on voit sur les bobines dans les usines. Tout est automatique, sans faux mouvement. Car la moindre négligence, et il faudra jeter le fil. Et ça peut représenter jusqu'à 16 km de fil sur une seule bobine. Des chariots automatiques ou des convoyeurs récupèrent les bobines de la ligne d'enroulement. Certaines entreprises utilisent des bras robotisés qui soulèvent la bobine délicatement, comme un chaton nouveau-né, même si elle pèse 135 kg.